Ah bon, d'accord, ok. Ouais, parce que dans la salle en elle-même, je fais un petit hommage à Pierre Sénart. Ils sont encore en études. Un, deux. 12. Alors bonjour à tous. Nous voici réunis ce jour, jeudi 7 mars 2024, date ô combien symbolique pour l'inauguration du local syndical où siégera le syndicat CGT des cheminots de Calais et environ. Local qui, il faut le rappeler dès le début de cette prise de parole, est une revendication qui date depuis plusieurs années. En effet, c'est à l'époque où Xavier était le secrétaire du syndicat, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il nous faut donc le féliciter, ainsi que Manu qui a pris la suite avec la même obstination pour que cette demande aboutisse. Malheureusement pour eux, l'histoire retiendra que c'est moi qui ai obtenu les clés et pas eux. Merci les camarades. Je me dois de rappeler l'importance de ce local à l'heure où les moyens d'agir syndicalement se trouvent entravés par les différentes lois et réformes rétrogrades. Avoir un point de rassemblement en gare, à l'abri des regards et oreilles indiscrets, si proche des cheminots, n'est pas anodin. C'est une véritable force de proximité. Bien évidemment, nous n'avons pas attendu ce local pour être proche des cheminots. Les camarades et collègues de la gare de Calais-Ville, et plus généralement du périmètre de cette belle ville de Calais, n'en déplaise aux Boulonnais et Dunkerquois, connaissent le syndicat CGT des cheminots de Calais de par ses élus, ses mandatés, bref, ses militants qui représentent fièrement notre syndicat. Car à la CGT, nous parlons toutes les langues, comme on dit. Chaque militant engagé connaît l'activité syndicale dans chaque service. C'est ce qui nous différencie des autres et ce qui fait notre force. Le local sera donc un plus dans notre fonctionnement, car il n'est pas question de quitter la bourse du travail. Le syndicat des cheminots de Calais s'inscrit dans les orientations fédérales, mais également confédérales. C'est toute la force de la CGT. Fort de ses 128 ans maintenant, la CGT a toujours su défendre les travailleurs à travers les époques, non pas en adaptant ses valeurs, mais en s'organisant démocratiquement, en se structurant pour lutter contre le patronat, les gouvernements capitalistes, libéraux ou toute autre idéologie visant à asservir les travailleurs de ce pays. Et Pierre Sémard était de ceux qui ont participé à faire grandir la CGT et ses revendications. Pierre Sémard donc, nous y voilà. Pourquoi lui, me direz-vous? C'est bien simple. Tout d'abord, notre camarade est encore très présent dans la mémoire collective des cheminots et sa contribution à la CGT notamment, à la fédération, a été essentielle. Ensuite, dans une période où l'extrême droite et ses idées nauséabondes est aux portes du pouvoir, tant en Europe qu'en France, il est de notre devoir de rappeler que cette idéologie a créé dans l'histoire, Pierre Sémard l'a payé de sa vie. Pierre Sémard est né le 15 février 1887. Ses parents travaillent alors sur le réseau ferroviaire Paris-Lyon-Marseille. Son père comme cantonnier, sa mère comme garde-barrière. C'est donc à Villeneuve-sur-Yonne, en Bourgogne, qu'il passe son enfance et y accomplit sa scolarité. Très courte, puisqu'il quittera les bancs de l'école à 13 ans. Après de multiples travails qui ne le satisferont pas, il s'engagera brièvement dans l'armée à 20 ans. Sa soif de connaissance, sa volonté de comprendre le monde, son souci de combler une scolarité trop courte, le conduisent à mettre à profit ses 3 années d'engagement militaire pour apprendre la comptabilité, pour lire notamment les encyclopédistes. Il poursuivra par la suite avec Marx, Lénine et les écrivains socialistes français. Le 7 mars 1910, il fait une demande d'embauche auprès de la compagnie Paris-Lyon-Marseille en s'appuyant sur la présence de son père dans la compagnie. En effet, les chemins de fer offrent une sécurité de l'emploi à défaut d'une bonne rémunération, déjà à l'époque. Il y gravit les échelons de l'entreprise jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Certes, il ne part pas au front. Son statut de cheminot fait qu'il est, comme beaucoup d'autres cheminots, mobilisé sur place. Il adhère au syndicat des cheminots de la CGT de Valence au début de 1916, rejoignant la minorité hostile à la politique d'union sacrée. Il y sera nommé secrétaire du syndicat en 1917. À la sortie de la guerre, les grèves de 1920 décuplent son engagement militant pour mobiliser, pour diffuser les idées d'un syndicalisme révolutionnaire et pour convaincre de ne pas s'enfermer dans des revendications qui isolent les salariés les uns des autres. Un syndicalisme de classe et de masse. Il connaît un premier grand tournant dans sa vie syndicale et politique avec son élection en juin 1921 comme secrétaire général de la nouvelle fédération des cheminots CGT et après un changement de majorité en faveur des révolutionnaires. Syndicaliste cheminot pour l'essentiel, il s'implique fortement dans les débats avec la Confédération, qui refuse de reconnaître la fédération qu'il dirige.
En conséquence, il est conduit à jouer un rôle grandissant dans la fondation de la CGT-U, U pour unitaire, dont il devient rapidement un leader. Membre du comité central du PCF en janvier 1924, il en devient le secrétaire général peu après, le premier secrétaire général ouvrier. Renouant avec le syndicalisme en 1933, il redevient secrétaire général de la fédération CGT-U des cheminots en 1934, jouant un rôle essentiel dans le mouvement de fusion entre syndicats locaux et de réseaux, puisque des deux fédérations CGT-U et CGT. Il œuvre ensuite à la réunification confédérale en 1936. À la création de la SNCF en 1937, il participe au conseil d'administration parmi 4 responsables syndicaux, tout en étant l'artisan d'un syndicalisme fort, respecté et responsable, inscrit dans la stratégie de rassemblement populaire. Les divisions au sein du bureau fédéral se multiplient sur fond de changement de perspective, avec la fin du Front populaire, la montée des fascismes et de l'anticommunisme. Pierre Sémard ainsi que ses camarades sont exclus de ses fonctions dirigeantes de la fédération. Suivent alors son arrestation en octobre 1939, la prison jusqu'à son assassinat par les nazis le 7 mars 1942. L'image du héros s'impose alors. Durant toute sa vie professionnelle et syndicale, il contribua à la formation d'un syndicalisme de masse et de lutte. Quand il adhère à la CGT, celle-ci est tout juste adolescente, en construction. Elle est en recherche des formes d'action comme du fond de ses orientations et revendications. En majorité influencée successivement par les thèses anarchistes puis réformistes, marquée par son ralliement à l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est la France unie contre l'Allemagne, les peuples lancés dans la bataille, l'appel du secrétaire général de la CGT au patriotisme de la classe ouvrière, invitait à une participation sans faille à l'effort de guerre. Une minorité influente ne partage pas cette vision et prône un syndicalisme révolutionnaire s'inspirant de la tradition française et de la révolution russe en cours. C'est le cas de Pierre Sémard qui dénonce la collaboration de classe. Avec d'autres tels que Gaston Monbousseau et Lucien Midol, ils défendent l'efficacité des grèves pour soutenir leurs revendications et dénoncent les compromissions politiques et patronales. Pour avoir signé les tracts appelant à la grève du 30 novembre 1938, il fut démis de ses fonctions au conseil d'administration de la SNCF, ainsi que Jean Jarigion, l'autre secrétaire de la fédération CGT unifiée des cheminots. Pierre Sémard fut traduit devant le conseil de discipline, rétrogradé à son emploi de début, facteur aux écritures, et muté à Loches, dans l'Indre-et-Loire, où il fut arrêté le 20 octobre 1939 sous l'accusation de détournement de fonds. En réalité, il avait demandé au trésorier de bloquer en banque les cotisations des adhérents. L'accusation fut ensuite requalifiée en infraction au décret du 16 septembre 1939, qui avait dissous le PCF. Pour faire bonne mesure, la SNCF le révoquera une deuxième fois. Emprisonné à nouveau à la Santé puis transféré à Fresnes le 9 mai 1940, il fut incarcéré finalement à Bourges pendant 18 mois. Début 1942, alors que sa condamnation était arrivée à son terme, il fut transféré au camp d'internement de Gaillon, puis le 6 mars à la prison d'Évreux et fusillé le lendemain comme otage à la demande des autorités allemandes. Livré par le régime de Vichy à ses bourreaux. Avant cette fin brutale, chaque jour d'incarcération, Pierre Sémard a consacré une partie de son temps à des lectures et surtout à l'écriture. Ces derniers témoignent de son énergie à vouloir échapper à l'incarcération, de sa volonté de résistance et de son besoin constant de comprendre et de transmettre. Le jour de son assassinat, Pierre Sémard écrivait cette lettre. « Chers amis, une occasion inespérée me permet de vous transmettre mon dernier mot, puisque dans quelques instants je serai fusillé. J'attends la mort avec calme. Je démontrerai à mes bourreaux que les communistes savent mourir en patriotes et en révolutionnaires. Ma dernière pensée est avec vous, camarades de lutte, avec tous les membres de notre parti, avec tous les Français patriotes, avec les héroïques combattants de l'Armée rouge. Je meurs avec la certitude de la libération de la France. Dites à mes amis les cheminots qu'ils ne fassent rien qui puisse aider les nazis. Les cheminots me comprendront, ils m'entendront, ils agiront. J'en suis convaincu. Adieu, chers amis, l'heure de mourir est proche, mais je sais que les nazis qui vont me fusiller sont déjà des vaincus et que la France saura poursuivre le bon combat. Vive l'Union soviétique et ses alliés, vive la France. » Cette lettre montre qu'il est tombé en résistant, en camarade, en patriote. 82 ans après son assassinat, honorer Pierre Sémard n'a rien d'archaïque ou de passéiste, bien au contraire. Se souvenir de ce combat, de ce militant syndical et politique, c'est nous engager à poursuivre les mêmes combats. C'est perpétuer inlassablement cette bataille pour une société plus humaine et plus juste, pour la paix entre les peuples.
C'est nous attacher à être très modestement, mais avec lucidité et détermination, ses dignes et fiers héritiers. Et dans la période, nous avons besoin de se souvenir de son combat. L'idéologie d'extrême droite n'a jamais été et ne sera jamais une idéologie comme les autres. Malgré ses beaux discours, elle ne sert qu'une chose, le capitalisme. Rappelons-nous ce discours, Hitler plutôt que le Front populaire, que scandait le patronat et l'extrême droite de l'avant-guerre. Dans un monde où les repères idéologiques sont brouillés, le Rassemblement national se pose en défenseur des catégories populaires. Ne soyons pas dupes de ce jeu malsain, dont l'objectif est uniquement d'accéder au pouvoir. L'instrumentalisation de la précarité, l'absence de réponse aux besoins des travailleurs nourrissent le terreau de l'extrême droite et engendrent la banalisation de ces idées. Des idées pourtant toujours aussi nauséabondes malgré un changement de sémantique. La priorité nationale a remplacé la préférence nationale. Mais le rejet de l'autre, la xénophobie, demeure le ciment de l'extrême droite. La paupérisation des travailleurs, organisée en toute conscience par les gouvernements du président Macron, est un boulevard pour l'accession au pouvoir des populistes. Les batailles revendicatives engagées par la CGT pour les augmentations de salaire, l'égalité salariale femmes-hommes, la défense du système solidaire de retraite sont une main levée contre l'extrême droite. D'autant que les 89 députés RN sont les premiers à n'avoir voté aucune mesure de progrès social, comme l'augmentation du SMIC ou celle des minima sociaux. Poursuivre et amplifier le travail militant de terrain, c'est donc lutter contre les idées véhiculées par l'extrême droite. Quand le travail est rémunéré à sa juste valeur, les divisions s'effacent entre les travailleurs et la tentation de l'extrême droite s'amenuise. Soyons donc les garants d'un monde du travail soucieux des humains et de la planète pour ne pas transformer notre pays des droits de l'homme en une fâcheuse et terrible pièce de théâtre avec pour acteur principal le Rassemblement national. Les questions économiques et sociales pour le RN sont au cœur de l'ambition de normalisation du FN. Mais attention, le fil conducteur est toujours la préférence nationale, rebaptisée priorité nationale, avec comme fond de commerce l'immigration, cause de tous nos maux et de nos soucis économiques et sociaux. Qu'il y ait 1, 2 ou 5 millions de chômeurs, c'est toujours la faute des émigrés. Ce vieux parti d'extrême droite joue la partition de l'opportunisme et de la démagogie pour aller chercher le vote populaire. Cependant, au-delà des slogans affichés qui peuvent apparaître comme sociaux, rien ne remet en cause les inégalités en pleine expansion dans la société française. Prenons les salaires. Cette vieille recette libérale de l'exonération de cotisations sociales patronales est proposée. Rien sur la hausse du SMIC, rien en faveur de la réduction du temps de travail, rien pour de nouveaux droits pour les représentants des salariés. Déjà que les enfants issus des classes populaires accèdent de moins en moins aux études supérieures, avec le RN, c'est la reproduction assurée des inégalités de classe. Quant à Reconquête, circuler, il n'y a rien à voir. Ultralibéralisme sans concession et immigration sont au cœur des projets du parti de Zemmour. La banalisation du Rassemblement national et de ses idées mortifères sont devenues une réalité, en particulier dans les milieux politiques et médiatiques. Alors rassurez-vous, je ne vous annonce pas le retour des panzers dans nos rues en ruine. Je vous parle d'une idéologie qui n'a vraiment jamais été éradiquée, celle de la haine de l'autre, parce qu'il est d'une couleur, d'une nationalité ou d'une religion différente. Aujourd'hui, ils nous appellent islamo-gauchistes. À l'époque de Pierre Semar, c'était judéo-bolchevique. Pensez-vous vraiment qu'ils ont évolué? Bien sûr que non. Voilà mes camarades, j'arrive bientôt au bout de ce long discours. Je ne peux terminer sans faire le lien entre cette journée et celle de demain, le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, où là aussi l'imposture de l'extrême droite doit être dénoncée, car leur vision rétrograde vis-à-vis des femmes n'a guère évolué entre les discours de Pétain et autres Mussolini, et de ceux entendus dans la bouche des Le Pen et Zemmour. Alors que le droit à l'IVG vient d'être inscrit dans la Constitution, Marine Le Pen disait il y a quelque temps « Il est ridicule de penser que le corps des femmes leur appartient. Il appartient au moins autant à la nature et à la nation. » Éric Zemmour, lui, expliquait que la virilité va de pair avec la violence, que l'homme est un prédateur sexuel, un conquérant. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre un homme et une femme, qu'il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Quelle honte! J'aurais encore beaucoup à vous dire tant l'enjeu est grave, mais je m'en arrêterai là. J'ai peur de vous voir tomber faible. Et j'ai toute confiance en vos valeurs pour ne pas baisser la garde et continuer le combat ensemble. Vive Pierre Semar et vive la CGT. Merci. Et voilà.
Bon, après ce beau discours, je vous invite à venir forcément vous désaltérer là-haut. Et à manger un petit morceau. Bravo les camarades, merci.